Bonne année à tous et à toutes, j'espère qu'elle commence bien pour vous. Je sais que la fin de 2021 n'a pas été évidente pour tout le monde en raison de la pandémie, du fait de l'isolement, du fait de la perte de proches, du fait de difficultés financières, de tout un tas de choses. J'espère tout simplement que 2022 sera porteur de plus de soleil, de plus de bonheur, de paix, de joie et surtout de santé. Alors, je commence cette émission en tambour battant, sans citation aujourd'hui. Sans citation, je vous rappelle que nous émettons tous les samedis à 11h15 à Toronto, 16h15 GMT, 18h15 à Johannesburg. Nous sommes sur la chaîne Go Live TV, émettant sur Internet et en streaming sur Facebook et YouTube, et également présente sur Rokubox. Je suis votre hôte et je m'appelle Elikia Doumbé. Je reçois aujourd'hui Nkweta B. Achaleke en duplex de l'Afrique du Sud. Pour ceux qui suivent Connexion 360, vous l'avez découverte le 4 décembre dernier sur cette chaîne. Elle est au rendez-vous aujourd'hui comme promis et je suis ravie de la recevoir. Je suis d'autant plus ravie que c'est elle qui m'a aidé à restructurer cette émission. Et ce n'est donc qu'avec elle que je vais inaugurer ce nouveau format. Il se déclinera en 4 segments. Le premier, nous faisons connaissance de notre alchimiste. C'est comme ça que je vais les appeler mes invités. Notre alchimiste. Elle va nous permettre de découvrir son parcours et surtout ce moment décisif de sa vie où elle a découvert, pas forcément découvert, mais où elle a décidé d'embrasser sa mission. Dans le deuxième segment, nous serons à 180 degrés. Notre invité nous donne 3 à 5 leçons de vie apprises au cours de son existence. À 270 degrés, j'ai un petit écho, là, c'est ce qui me perturbe un petit peu. À 270 degrés, nous abordons l'actualité de l'invité, ce qu'elle fait et pourquoi, ses défis, ses accomplissements et ses réussites. Et pour boucler la boucle, à 360 degrés, nous sommes en mode ludique pour capturer l'essence de notre invité. À ce niveau, je lui propose ma version du questionnaire de Proust, où il ou elle doit répondre de façon très succincte à mes questions. Alors, Guten Morgen oder Guten Abend, da du in Südafrika bist, Fräulein Nkweta Beatrice Achaleke. Mon invité est là? Good morning, bonjour. Guten Abend. Dumelang, that's South African. Ah, bon, c'est une langue parlée en Afrique du Sud. Ah, faut pas me... Bonjour Elikia, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous et avec toi. Et je ne sais pas ce que l'émission m'attend, mais voilà, je suis là. Je vais bricoler le français, la langue sud-africaine, je ne sais pas trop quoi, mais je suis là. Je te félicite énormément d'avoir accepté mon invitation. Je te remercie énormément d'avoir voulu la faire en français. Je sais que ce n'est pas ta première langue coloniale, c'est ta deuxième langue coloniale, et que nous avons d'autres langues que nous ne partageons pas malheureusement, mais nous allons nous contenter de celle-là parce qu'elle nous permet au moins de communiquer. Alors, dis-moi dans quel état d'esprit tu entames cette nouvelle année? L'état souverain, l'état souveraine, savante, aventurière et daring. Tu vas oser. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Avec une certaine portion d'audacité, d'oser. Très bien, très bien. Ça veut dire que tu nous prépares de grandes choses. On va en parler au cours de l'émission. Et merci beaucoup de m'avoir aidé à structurer cette émission. Alors, nous sommes dans le premier cadran de ta vie. Tu es l'alchimiste. Tu vas nous parler de toi. Qui es-tu? Comment te définis-tu? Dans quel environnement tu as grandi? Parle-nous un petit peu de toi. On t'a découvert le 4 décembre dernier. On a vu la femme de carrière que tu es, la femme professionnelle que tu es. Maintenant, on veut découvrir l'être humain que tu es. Je suis Nkweta. Je suis très ravie de te rejoindre sur ce plateau depuis l'Afrique du Sud. Je suis camerounaise. Je suis une Africaine très fière. Je suis très fière d'être africaine. Je suis éditeur, écrivaine. Je suis une femme très passionnée en ce qui concerne l'histoire de l'Afrique. Je suis à la découverte de l'histoire de l'Afrique. Ma version est la version noire de l'histoire de l'Afrique.
ce qui me passionne actuellement. Je suis mère de deux enfants merveilleuses, 18 et 20 ans. Donc, me voilà en grosso modo. D'accord. Et tu as grandi comment? Comment était ta famille? Combien de frères, de sœurs? Dans quel environnement? Quelles sont les personnes qui sont à la base de la personne que tu es aujourd'hui? Tu m'as beaucoup parlé de ta grand-mère, donc raconte-nous un petit peu dans quel type d'environnement tu as grandi et où est-ce que tu as grandi? Donc, j'ai grandi à Fontem. Fontem, c'est un village dans le sud-ouest du Cameroun. C'est là où je suis née. Je suis née dans une famille de 7 enfants, mais ma grand-mère est de la chefferie, donc c'est une princesse. Ça veut dire que, et son père avait 52 femmes. Alors, ça te dit à peu près dans quel genre de cercle j'ai grandi. J'avais beaucoup de mères, beaucoup de mères. Donc, ma mère, ce n'était pas seulement ma mère, mais plutôt toutes les femmes de la chefferie, c'était mes mères. Et bizarrement, j'ai pas eu beaucoup de pères, mais beaucoup de mères, j'en ai eu. Et la femme qui m'a formée la plus, qui m'a impressionnée le plus, c'est ma grand-mère maternelle. Donc, étant de la chefferie et étant la première fille du chef de mon village, une chefferie très, très connue dans l'histoire coloniale du Cameroun. C'était une femme qui n'avait jamais été à l'école. Elle n'avait jamais été à l'école. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle a eu 10 enfants et elle a divorcé son mari parce qu'elle était dans un foyer polygame. On est à peu près en quelle année là quand elle divorce? C'est dans les années, je ne sais pas, je n'étais pas encore née, je ne sais pas. Donc, on peut imaginer les années 40. Je suis née en 70, donc c'est dans les années 50, dans les années 50, 60. C'est aussi qu'elle soit conseillée son père qui était dans le village. Donc, elle a divorcé, elle a éduqué ses enfants, les 7 enfants. Et, il y en a qui ont émis. Un de mes oncles fut le président de la cour pénale la cour criminelle. Il fut le président de la cour criminelle internationale. Un est politologue. Il y a toutes sortes de personnes dans ma famille. Donc, mais la grand-mère, et ça grâce à la grand-mère qui nous a poussés tous à étudier. Et je veux te dire que ma grand-mère a créé les premières organisations des femmes au village, avant même la première conférence des femmes des Nations Unies. C'est une femme qui, à l'âge de 80 ans, osait aller à l'école pour apprendre à écrire son nom. Et à 95, elle a voyagé aux États-Unis et elle a fait le tour des États-Unis pendant presque une année. Elle est retournée. C'est une femme qui a fait sa vie et une femme très dynamique qui faisait la politique non seulement à la base, mais au niveau provincial. Et une femme qui ne savait ni lire ni écrire. Donc voilà la femme qui est à l'origine de la personne que je suis aujourd'hui et que je respecte beaucoup. Effectivement, on se rend compte que le fruit n'est pas tombé bien loin de l'arbre parce que tu incarnes vraiment cette audace, cette volonté de faire avancer les choses, cette volonté de changer ton monde, le monde dans lequel tu évolues. Et c'est remarquable, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé chez toi. Tu es une grande activiste, tu as embrassé très très tôt la cause des femmes lorsque tu es arrivée en Autriche. Et voilà, parle-nous un petit peu de comment donc tu quittes cet environnement pour te rendre en Autriche et qu'est-ce que tu y fais et comment tu t'y retrouves et comment aujourd'hui tu te retrouves en Afrique du Sud. L'histoire longue racontée de manière très courte. Oui. J'étais à l'université de Yaoundé dans les années 90. Je me suis, venant d'où je venais, étant la petite fille de ma grand-mère, je me suis mêlée dans les mouvements estudiantins à l'université de Yaoundé. Le résultat a été que j'ai pu
parmi d'autres étudiants, nous avons été exclus de l'université. Je Nous veux avons juste été rappeler exclus. que c'était les années de braise à l'époque, comme on les appelait. C'était les années pré-démocratiques, on va dire. Hein. Et à l'époque, on nous appelait les vandales. Et quand le président camerounais a déclaré les universités aux universitaires, la, la politique aux politiciens et la rue aux vandales. Donc, vous étiez dans le camp des vandales. Alors, nous avons quitté l'université pour nous rendre dans des provinces pour créer, pour organiser les vies mortes à Douala à travers tout le territoire camerounais. Et puisque nous avons été exclus et interdits d'étudier dans aucune institution d'enseignement supérieur au Cameroun, je me suis retrouvée au sein de la première organisation des femmes, la première organisation de défense des droits des femmes à Douala. Ça s'appelait Freedom Now, de Madame Litamben. Et à travers cette association, j'ai été invitée à faire participer à un cours sur les droits de la femme, les droits de la femme, sur the Human Rights of Women on International Standards. So, j'étais avertie que je vais parler toutes les langues. Donc voilà, je me suis retrouvée en Autriche. C'était une formation qui a duré 6 semaines, au bout de laquelle je me suis retournée au Cameroun avec plein d'idées de ce que nous devons faire. Et ensuite, et ma patronne me dit, mais parce que tu es allée en Autriche pour 6 semaines, tu crois que tu es devenue patronne ou quoi? Allez, fous-moi le camp. Alors, moi, je suis partie. Je me suis dit, c'est pas ça la fin de ma vie. En tout cas, moi, j'avais déjà tissé mes contacts en Autriche. J'avais été très bien reçue. Donc, à part les organisateurs de cette formation. Et voilà, au bout d'une année, je suis retournée en Autriche pour étudier. J'y suis restée 20 ans, durant laquelle j'ai créé beaucoup d'associations de femmes. Dans la première association des femmes en Autriche, l'association de International Center for Black Women's Perspectives, ça c'était le deuxième. Et puis Diversity Leadership and Consulting, où j'ai organisé beaucoup les tout premiers congrès de diversité et d'inclusion en Europe. Donc ça, ce fut dans les années 2010 à 2014. Et 2015, j'ai plié mes bagages parce que j'en avais marre de l'Europe, j'en avais marre de toujours lutter, d'être toujours celle qui crée des problèmes, qui questionne tout. Et je me suis retournée sur mon continent et je suis très contente d'avoir pris cette décision. Celle qui empêche de tourner en rond, comme on dit, hein? Celle qui veut mettre fin au statu quo. D'accord. La vie est très courte. Oui, on va parler donc de comment est-ce que tu brises le statu quo aujourd'hui en Afrique du Sud. Mais avant cela, tu as écrit une autobiographie qui s'appelle Shit Happen. Tu en as fait un TED Talk. Tu as été invité à un TED Talk où tu en as parlé. Super. Justement, l'un de tes mantras, c'est de dire, lorsque tu apprends, tu enseignes ou tu éduques, une citation de Maya Angelou. Donc, tu continues d'enseigner, tu continues de faire énormément de choses. Quelles sont les leçons que tu as apprises pendant toutes tes différentes vies, tous tes différents parcours, toutes tes différentes expériences? Quelles sont les leçons de vie que tu as apprises? Est-ce que tu peux nous donner 3 ou 5 leçons de vie que tu as apprises? Tout à fait. Première, la vie est très courte. La vie est très courte. Il ne faut pas la gaspiller. Il faut faire autant qu'on peut, tant que nous sommes vivants. Lorsque je me tourne, je vois combien de personnes qui ont perdu leur vie. Il y a des enfants qui sont nés et qui meurent à la naissance. Moi, je suis là, à l'âge de 55 ans. Il y a un devoir qui m'a été confié. Il faudrait confier, voilà, merci. Un devoir qui m'a été confié. Alors, c'est à moi
d'assumer la responsabilité et de le faire. Donc, la première leçon, c'est de savoir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui mieux que hier. Ça, c'est leçon numéro un. Il ne faut pas gaspiller. La vie est très courte, il ne faut pas la gaspiller. Deuxième, euh, mon histoire, c'est mon histoire. Ma légende, c'est moi qui dois l'écrire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un d'autre. Parce que si je donne la permission à quelqu'un d'autre, cette personne peut écrire de manière dont je ne veux pas. Je ne veux pas que ma vie soit interprétée par quiconque dont j'écris au fur et à mesure que j'avance. Et si je laisse ça au hasard, ça peut ne jamais être écrit. Et je ne souhaiterais pas que mes petits-enfants puissent ne pas me connaître ou bien puissent inventer ma vie. Alors, deuxième leçon, c'est ma légende, c'est moi qui l'écris. Troisième leçon, c'est lorsque j'apprends, il faudrait que j'enseigne. J'ai appris ça de ma grand-mère, j'ai appris ça de Maya Angelou. Quand je suis rentrée en Afrique, je me suis rendu compte que la vie en Europe, malgré tout ce que j'ai fait comme projet, malgré tous les forums dans lesquels j'étais, que ce soit avec des ministres, des chefs d'entreprise internationales, globales, toujours a été la question d'où viens-tu? Ah, tu parles bien l'allemand. C'était pas toujours de manière presse, j'ai toujours été à cette peine, bien qui était organisatrice de cette colloque. Donc, je me suis dit, quand je suis rentrée en Afrique, il faudrait que je reconnaisse mon histoire. Quelle est mon histoire? Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui, apprendre l'histoire de l'Afrique, écrire pour livrer ça à la génération future. Donc, ça, c'est la troisième. La troisième leçon. Allez, on va en avoir 5. Voilà. 4, l'identité est très importante. Et on ne devrait pas laisser ça au hasard. Il faut à tout moment pouvoir savoir où nous venons. Ça veut dire qu'il faut questionner son histoire, il faut faire des recherches sur son histoire, d'où est-ce que nous venons. J'ai parlé tout à l'heure de ma grand-mère, je connais mon arrière-grand-mère, et dernièrement, j'ai fait un album photo de toute de ma famille jusqu'aux 12e génération. Donc, en arrière. Alors ça me donne la force. Ça me donne la force de faire ce que je fais aujourd'hui parce que je sais, en anglais, on dit « I know on whose shoulders I stand ». Et lorsqu'on sait d'où nous venons et ce que les ancêtres ont fait, on sait tout simplement qu'on n'a pas d'excuses, on n'ose pas disappoint. What is the word in French? Décevoir. On n'ose pas leur décevoir et on a la responsabilité envers eux, envers la génération présente et la génération future, tant que nous sommes en vie. Alors, l'identité, c'est absolument important. Je suis fascinée par ce que tu me dis, d'avoir pu remonter jusqu'au XIIe siècle. Comment tu t'y es prise? Je me suis renseignée auprès de ma famille. Alors, chaque personne a dû. Donc, quand je trouve génération 2, je demande qui a été la génération avant toi, qui a été. Donc, j'ai dû impliquer beaucoup de personnes dans ma plus grande famille. Mais il reste à dire que j'ai limité ça à la limite de ma famille maternelle, ma grand-mère maternelle. Donc, c'est cette lignée-là que j'ai pris. Ma famille partenaire, je n'avais pas encore fait, mais la famille maternelle, parce que c'était une famille très d'influence. Donc, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force quand je vois tous ces filles. Il y a certaines, je connais le nom, mais pas de photos, mais je sais qui ils étaient. Oui. Et ceux dont j'ai des photos avec des petits enfants de ma grand-mère, c'est un album de presque 100 pages. Ça donne la force parce que comme quoi profiter vraiment de la présence. Ça se coupe un petit peu, je ne sais pas si toi tu me reçois, mais ce que je retiens, c'est vraiment de profiter de la présence de nos aînés et pouvoir s'asseoir
à leurs pieds. C'est quelque chose que je regrette que je n'ai pas pu faire avec mes grands-parents, mes grands-pères, je ne les ai pas connus, mes grands-mères, j'étais trop frivole, je vais dire superficielle pour m'asseoir à leurs pieds et les écouter. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudra encourager la jeunesse à faire, avoir ce lien, maintenir ce lien avec nos aînés. Et absolument, enfin, surtout ceux qui sont nés dans la diaspora. Ceux qui sont nés dans la diaspora, c'est absolument important parce que les enfants nés à la diaspora n'ont pas de sens d'identité. Moi qui suis née au Cameroun, qui sait d'où je sors, qui a passé 20 ans en Europe, il fut le moment où je me suis dit, je ne sais pas qui je suis. Parce que l'environnement te fait croire que tu ne sais pas qui tu es. Et l'environnement te donne toutes sortes de définitions, toutes sortes d'identités. Immigrant, what is the word? Foreigner, immigrant, foreigner, black woman, woman of color, et tout ça. Alors, c'est absolument important pour les parents d'aider leurs enfants à découvrir leur famille, comment on appelle ça, les ancêtres. Nous avons le téléphone, nous avons les réseaux sociaux. C'est ce que nos grands-parents ou nos parents n'ont pas eu. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas prendre connaissance. Et tant que nous sommes en vie, c'est absolument important de faire des recherches aussi que nous pouvons. Que ce soit deuxième, troisième, quatrième génération, il faut absolument toujours pousser pour en connaître plus. Alors, c'est génial pour tes enfants à toi, Béatrice. C'est génial pour tes enfants à toi qui sont nés en Autriche, qui ont toujours vécu en Autriche, qu'ils aient cette histoire, leur histoire, qui leur soit apportée comme ça sur un plateau, qui leur permet donc de nourrir leurs racines et nourrir leur identité. Je te dirais un peu ce que ma fille m'a dit une fois. Elle a vu la photo. Elle était au Cameroun déjà une fois, mais quand elle a vu l'album photo familial, tout ce qu'elle m'a dit d'abord, c'est « Wow, merci ». Il y a beaucoup de beaux garçons dans ma famille. J'aurais pu, si je n'avais pas cet album, j'aurais pu tomber sur un de mes cousins et on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que ça peut faire. Ça peut être vraiment a curse, as you say in English, to fall in love with one of your family members because you don't know them. Une malédiction. Oui. Donc, il y a beaucoup. Et surtout, quand on a ça, on est comme ma famille est partout dans le monde, ils sont aux États-Unis, ils sont en Europe, dans d'autres pays, ça veut dire qu'il y a des liens. Si tu veux voyager, par exemple, tu sais toujours qu'il y a quelqu'un de ta famille dans ce pays, tu peux prendre contact. Ça ouvre beaucoup de portes, ça donne beaucoup d'opportunités pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir avoir voyager le monde. Ça donne beaucoup de possibilités de voyage, beaucoup de possibilités de découverte, de découvrir. D'accord. Alors, ils ont découvert cet album, ils ont découvert leurs ascendants, leur grande famille. Mais comment on fait pour tisser un lien? Parce que d'autres enfants auraient vu cet album, ils auraient dit « Ok, très bien, c'est de l'histoire ». Comment est-ce que tu les incites ou comment est-ce qu'ils arrivent à développer donc une connexion avec cette histoire-là et à se l'approprier? Comment tu les aides à développer ça? Ça, c'est la prochaine étape. J'ai pris le successeur de ma grand-mère, je lui ai confié l'album et c'est lui. Non, pour constituer l'album, j'ai dû travailler avec les enfants de mes tantes et de mes oncles, dont les enfants de ma grand-mère. Donc, tout ça qui a cet album. Et on s'est donné un but pour l'album. Ça va servir comme fundraising tool pour la fondation de ma grand-mère. Alors, ça veut dire que tout le monde doit l'avoir. Et je prévois un calendrier, je prévois un jeu de flashcards. Donc, ça veut dire que ça vous permet de connaître la famille en jouant. Et comme tu le sais, en Afrique, nous avons des noms. Donc, il y a certains qui ont des homonymes. Ça te permet, donc, dans le jeu, je dis, cherche ton homonyme et demande quel lien de famille, quel lien familial existe entre vous. OK?
Il faut aller sur Facebook, il faut aller sur Instagram, il faut aller sur tout ça. Mais nous, les grands enfants de ma grand-mère, ont la responsabilité d'introduire nos enfants à nos cousins et les cousins premier degré, deuxième degré. Et chaque personne a la responsabilité de passer la balle. Alors, nous aurons une possibilité de pouvoir faire un jeu où on dit une compétition. Donc, quelle famille connaît le plus de personnes dans la famille? Alors, c'est un jeu engageant qui permet beaucoup à vouloir connaître la famille. Et aussi le fait de dire, si tu connais ceux qui sont aux États-Unis, tu peux aller aux États-Unis leur rendre visite. Tu connais ceux qui sont au Norvège, tu peux aller au Norvège. Alors, toutes ces possibilités, ça les encourage de prendre contact entre eux. C'est un super projet familial. J'aime bien le fait que tu aies intégré la technologie pour pouvoir relier tous les membres de la famille, où qu'ils soient, pour qu'ils puissent participer à ce jeu. C'est vraiment fantastique. Tu me permets de faire une transition parce que justement, je voulais qu'on parle également de ton actualité. Dans quoi tu te lances? Tu nous as parlé d'aborder cette année, d'entamer cette année avec audace, en osant, avec plein d'aventures. Donc, dans quoi tu te lances cette année? Il y a quelques projets qui sont en cours. Donc, il y a le projet écrit. Je connais l'importance de l'écriture, d'écrire son histoire, d'être maître de sa légende, comme tu dis, ou maîtresse de sa légende. Donc, il y a un projet qui est en cours, ça s'appelle Letters to. Donc, j'encourage aux gens d'écrire des lettres. Lettres à l'univers, lettres de pardon, lettres de. Donc, c'est quelque chose qui permet à beaucoup de personnes de se libérer des bagages qu'on porte sans vouloir, sans savoir, ce qu'on appelle en anglais generational traumas. Donc, il y a ça. Mais mon plus grand programme, tu le sais, c'est qui est plus comment on dit, which is more audacious. C'est une conférence que nous prévoyons dont le but est de réunir toutes les femmes présidentes, premières ministres, secrétaires d'État, donc toutes les femmes qui ont été ou sont en position de pouvoir the plus haute. We call it the highest executive political position in the country. Notre but, c'est de les réunir pour que nous puissions parler de notre histoire. Tu sais que, je ne sais pas si tu... Rappelle-nous combien il y en a de ces femmes-là, parce qu'on bat quand même un record en matière d'équité au niveau, dans ces sphères politiques-là, on bat quand même un record au niveau de la parité de genre. Combien il y en a? Oui, l'Afrique a eu, après l'indépendance, précisément depuis 1975, voilà, nous avons eu 42 femmes premières ministres et femmes présidentes et premières ministres en Afrique. Donc, chef d'État et chef de gouvernement. Voilà. Je remarque que les États-Unis n'ont eu qu'une seule. Nous avons eu autant de femmes en 47 années. L'Union africaine a eu déjà sa première femme présidente. L'Union européenne, qui est plus âgée que l'Union africaine, vient d'avoir sa première femme présidente. Alors, je crois que si nous allons aux Caraïbes, nous avons plus de 18 femmes qui ont été à la tête de leur gouvernement. Si nous allons en Europe, nous allons à peu près 12 femmes qui ont été ministres, la première femme noire, la première femme ressortissante d'Afrique à être ministre dans un pays européen. Donc, une démarche qui n'a pas été facile. Donc, notre but, c'est de ramener toutes ces femmes-là ensemble pour que nous puissions parler de leur patrimoine, de leur histoire, leur parcours, pour qu'on puisse partager, encourager les jeunes, mais pour que le monde sache qu'en Afrique, les femmes ont une certaine portion d'audacité. We are audacious, we are daring. OK? Et cette femme-là...
susciter également cette envie auprès des plus jeunes générations à aller au bout de leurs rêves, à casser les plafonds de verre qui peuvent se présenter au-dessus de leur tête. Voilà, il y a un livre sur les femmes présidentes africaines, femmes présidentes, premières ministres, il y a ça. Donc maintenant, nous allons un peu au-delà de l'Afrique parce que nous voulons tendre la main à nos sœurs qui sont dans la diaspora, n'est-ce pas? Ceux dont les parents ont été ramenés, capturés et ramenés hors de l'Afrique, aux États-Unis, dans des Caraïbes qui ont construit tous ces pays-là. Nous voulons tendre la main pour dire nous vous voyons, venons ensemble pour nous pour faire connaissance de qui nous sommes et trouver ce qui nous lie pour que nous puissions guérir ensemble, nous puissions traverser cette étape de division, n'est-ce pas? Nous avons été divisés et ils ont régné sur nous. Et cette fois-ci, nous disons, nous sommes encore là. Vous avez fait tout ce travail pour arriver à la tête de vos gouvernements. C'est le moment que, imagine, si toute cette femme-là se retrouve, si elle se retrouve, et quelle puissance. C'est puissant. Ce qui peut sortir de là pour la première fois qu'elle se retrouve. C'est prévu pour quand? Ben pour voilà. Cette année, 2022. Septembre 2022? C'est prévu pour septembre. Tous ceux qui vont vouloir y participer, nous allons avoir l'information. Pour le moment, nous sommes à l'étape organisatoire. Donc, il n'y a pas encore des informations. Mais d'ici début février, il y aura assez d'informations sur les réseaux sociaux. Il y aura des informations sur des médias. Et bien, voilà. Et tu reviendras nous en parler et je te recevrai avec plaisir. Oui, l'équipe reviendra. Je ne suis pas seule. L'équipe reviendra certainement. Ce qu'on n'a pas dit aussi de ton actualité, c'est que tu as parlé des lettres, très bien. J'avais promis de le mettre sur la page de Connexion 360. Je vais absolument le faire. Je n'ai pas écrit ma lettre à l'univers. Je suis une grosse hypocrite lorsque j'encourage les gens à le faire, mais il faut vraiment le faire. C'est un projet fabuleux. Et puis, les livres que tu as écrits pour inciter les enfants à connaître le continent africain, 23 livres écrits. Tu as formé des enfants pour qu'ils puissent écrire leurs propres livres également. Est-ce que tu peux nous en parler en 30 secondes avant qu'on passe au 360e degré qui va donc conclure cette émission? Tout à fait. Donc, je connais le pouvoir d'écrire, alors j'ai voulu passer ça aux enfants et aux adultes. Les enfants noirs, surtout les enfants africains, sont toujours vus de l'extérieur comme ceux qui sont dans le besoin, les enfants qui n'ont rien et tout ça, qui certainement ne peuvent rien. Alors, je veux qu'elles deviennent auteurs, et autrices. Et il y a déjà 15 et elles sont tous, ils ont tous rapporté le prix de la littérature africaine, African Authors Honorary Award. Et les livres ont été approuvés pour les écoles en Afrique du Sud. Donc, ces jeunes enfants, la plus jeune avait 7 ans quand elle a écrit. Et ben voilà, tu entres dans la librairie, dans ton école, et tu trouves ton livre. Et quand ces enfants-là ils ont été à la télé, ils ont été à la radio, on ne parle plus des enfants, mais on parle des auteurs. Donc, c'est une façon pour moi de transformer l'avenir complètement en écrivant. C'est extrêmement fabuleux et c'est aussi une façon pour nous d'écouter ces enfants, d'écouter les jeunes. On ne les écoute pas assez. Absolument. 360 degrés, tu vas répondre tu vas me donner une réponse succincte. Je vais te donner le début des phrases, c'est la partie ludique de notre émission. L'Autriche a fait de moi une femme fière de ses racines africaines. Les gens qui me connaissent bien me donnent de la valeur parce que... Parce que je prends des risques et je n'accepte non. Non, ce n'est pas une réponse. Mon bien le plus précieux est... Mes enfants.
mes enfants et mon courage. Mon foulard représente pour moi mon identité, ma fierté. La pandémie Covid-19 m'a appris que je suis plus que je savais avant la pandémie. Mon défi le plus grand en tant que parent, c'est de me donner, de prendre le temps d'apprendre de mes enfants. De ne pas toujours croire qu'en tant que parent, je sais tout, mais d'apprendre de mes enfants et de leur donner la possibilité de m'enseigner. Ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir écrire tous les livres que je veux écrire, de ne pas pouvoir organiser tout, de ne pas avoir assez de temps. Le trait de caractère que je déteste le plus chez moi, c'est de trop poser parfois et de trop travailler et ne pas prendre une pause parce que je crois que je ne passe pas de temps. Ma mission de vie, c'est d'apprendre autant que possible et d'enseigner ce que j'ai appris aux autres, de passer ce que j'ai appris aux autres. Être noir pour moi veut dire être à l'origine de l'humanité, être à l'origine être plus spirituel, être plus spirituel que moi-même je le sais. Et de toujours être à la poursuite de la recouverte, de la recouverte de la profondeur de la spiritualité africaine. Merci infiniment. C'était la dernière question. J'aurais aimé t'en poser davantage. C'est pas grave puisque tu reviendras. Je vais t'en réserver d'autres. Merci infiniment pour toute la sagesse que tu nous as apportée aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir entraînés dans ta vie, de nous avoir invités dans ta vie à te découvrir un petit peu plus. Je te donne le mot de la fin. D'habitude, je termine avec une petite méditation. Je te laisse le soin de faire cette méditation pour nous. Oh, quelle grande responsabilité. Je souhaite à tous, ce serait un souhait, je souhaite à tous et à toutes qui écoutent cette émission de rester à l'écoute, d'oser et d'être fiers de ce source, que ce soit africaine ou non, ou pas, de toujours chercher à tout moment d'être mieux que la veille. Oser être mieux que la veille, d'apprendre et d'enseigner. Voilà, ce serait tout. Merci. Et merci beaucoup de m'avoir eu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Restez dans l'esprit Ubuntu. Je suis parce que tu es. Nous sommes ici parce que vous êtes là. Bonne semaine à tous et à bientôt.